Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de John O'Keefe et c'est parti. John O'Keefe est un homme de 46 ans avec une vie bien épanouie. C'est un policier vétéran de Boston qui est dévoué à sa carrière depuis 16 années. Il est respecté dans son milieu et il adore son métier. Côté vie privée, il a la garde de son neveu et de sa nièce dont il est très proche et s'occupe très bien d'eux. Il les consacre toujours beaucoup de son temps et il est toujours présent pour eux. Dans sa vie sentimentale, les choses vont bien aussi puisque John vit une histoire d'amour avec Karen Reid. Karen Reid est une femme de 41 ans qui est professeure de finance à l'université de Bentley et elle est aussi analyste des actions chez Fidelity Investment. Elle a une carrière florissante et elle a une belle vie. Ensemble, ils s'entendent bien et ils profitent de la vie. Tout semble aller plutôt bien pour eux, mais pourtant un soir, tout va tragiquement basculer. Nous sommes le vendredi 29 janvier 2022. Ce soir-là, Karen et John ont vraiment envie de s'amuser. En fait, John, il n'est pas de service et il compte en profiter. Il décide alors d'aller dans des bars afin de boire plusieurs verres. Ensemble, ils s'amusent, ils boivent et ils rigolent. La soirée passe et le couple décide de partir après minuit. Mais ils ne rentrent pas tout de suite à leur domicile. Karen dépose John au domicile d'un officier de police appelé Brian Albert et elle rentre chez eux, elle n'a pas envie de le suivre là-bas. Entre 4h et 5h du matin, Karen, elle est plutôt inquiète. En fait, dehors, il fait très froid et il y a des fortes chutes de neige et John, il n'est toujours pas rentré. Elle a alors contacté ses proches pour savoir s'ils avaient des nouvelles de lui, mais ils ne savent pas plus. Elle l'appelle en plusieurs fois, mais il ne répond toujours pas. La nièce de John, qui est avec elle, est aussi très angoissée. Elle appelle la belle-sœur de l'officier Brian pour savoir si son tonton est avec lui, puis une amie de John pour savoir si elle a des nouvelles de lui. La belle-sœur de Brian, elle s'appelle Jennifer McCabe. Et elle a entendu dans le téléphone Karen qui criait les mots suivants. « John n'est toujours pas rentré à la maison. Nous nous sommes disputés. » Elle a appelé alors d'autres amis à John, mais personne n'a de ses nouvelles. Plutôt inquiet, Karen ainsi que les proches de John décident alors de partir à sa recherche. Et un fait étrange est que pendant qu'ils fouillent les alentours, afin de voir si John n'est pas dans les parages, Karen tient des propos plutôt inquiétants. Elle a dit les mots suivants. « Et s'il est mort? Et si quelque chose le frappait? Je me souviens de rien la nuit dernière. Nous avons tellement bu que je me souviens de rien. » Et durant les recherches, Karen continue d'être bizarre. Elle a dit aux autres femmes qui l'accompagnaient qu'elle avait une fissure dans son feu arrière et qu'elle se demandait si elle avait pu frapper John avec. Les personnes qui sont avec elle trouvent ces propos vraiment dérangeants et ils sont assez surpris. La soirée passe et elle est glaciale. Dehors, il fait extrêmement froid et le groupe continue de chercher John qui ne répond ni aux appels ni aux cris. Nous sommes désormais vers 6h du matin et Karen ainsi que ses amis sont toujours en train de chercher. Et Karen, au loin, elle voit quelque chose allongé par terre dans la neige. Elle est juste devant l'extérieur de la maison de Brian Albert. Elle s'en approche et là, elle trouve John, inconscient et complètement gelé. Elle hurle et se met à pleurer. Immédiatement, ils appellent les secours dans l'espoir de le réanimer. Une fois l'équipe de secours arrivée, ils trouvent Karen complètement hystérique et elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle n'arrête pas de répéter les mots suivants. « Je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé !» John est retrouvé avec des profondes coupures au bras ainsi qu'à son crâne. Ses yeux sont enflés et fermés, il saigne du nez et de la bouche. Il est emmené d'urgence à l'hôpital de Good Samaritan de Boston où malheureusement il est déclaré mort quelques heures après son arrivée. Les policiers arrivent aussi sur les lieux où l'on a trouvé John afin de banaliser cet endroit. Sur place, ils ont trouvé un verre à cocktail brisé et des morceaux de feu arrière. Karen a aussi été testée pour son taux d'alcoolémie par un toxicologue médical qui a estimé que son taux aurait été de 0,30 à 0,29 vers minuit 45, ce qui est bien plus que la limite légale.
Une autopsie a été réalisée sur John O'Keefe afin d'essayer de comprendre les causes de son décès. Le médecin légiste a conclu qu'il est mort des blessures contundantes qu'il avait à la tête et d'une hypothermie. Le policier était dans un sale état. Il avait 6 lacérations sanglantes au bras droit, de nombreuses fractures au crâne et une grave lacération à la tête. Et comme je l'ai dit, ses yeux étaient enflés et fermés et ses vêtements étaient couverts de sang ainsi que de vomi. On sait donc qu'il a été violemment blessé avant d'être laissé pour mort dans le froid glacial, mais le médecin n'a pas trouvé de signes de lutte sur lui. Les circonstances de la mort de John O'Keefe font l'objet d'une enquête car les policiers sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Ils refont le scénario de cette soirée. Et à ce moment-là, le couple, ils étaient ensemble depuis 2 ans et ils ont décidé de sortir s'amuser. C'est le jour de repos de John et ils visitent des bars avec des amis, puis se rendent dans une maison non loin de leur domicile afin de continuer la fête. Cette maison, comme je l'ai dit, elle appartient au sergent de police de Boston, Brian Albert. Mais Karen ne reste pas et en fait, elle dit qu'elle a mal au ventre. Karen a donc déposé John vers minuit 45 avant de faire un virage pour partir. À ce moment-là, elle a indiqué ne pas avoir regardé si son copain était bien rentré chez le sergent. On sait que ce soir-là, le couple a eu une violente dispute. Les policiers ont analysé les échanges SMS du couple et les messages vocaux qui montrent une relation plutôt tendue entre eux. Vers 1h du matin, le 29 janvier, Karen a laissé des messages insultants disant qu'elle détestait John. En fait, le couple traversait une période difficile et ils se disputaient beaucoup à propos de la garde du neveu et de la nièce de John. Face à la mort étrange de John, Karen Reid est la première suspecte et elle est placée en garde à vue après ses propos inquiétants. Elle est accusée d'homicide involontaire et d'avoir quitté les lieux de la collision. Dès mercredi, elle est libérée sous caution, mais elle doit passer devant le tribunal et sa caution s'élève à 50 000 $. On a aussi appris que ce soir-là, John était sorti afin de fêter l'acceptation de sa nièce, dont il a la garde, dans une école privée. Il était très content et cela devait être une soirée heureuse, mais c'est fini tragiquement. Les policiers ont eu accès aux vidéocaméras de surveillance du bar où ils étaient et on y voit John en train de boire des bouteilles de Bud Light avec des amis, puis Karen qui les rejoint un peu plus tard et elle boit une vodka tonique. Des amis à eux ont aussi témoigné sur cette fameuse soirée. Ils ont expliqué que le couple est parti dans un premier bar qui s'appelle CF McCarthy, où ils avaient l'air de beaucoup s'amuser, puis dans un second, appelé le Waterfall Bar & Grill. Au deuxième bar, ils ont rejoint d'autres amis avant que John ne parte chez son ami pour une after party. Un employé du Waterfall Bar & Grill, qui s'appelle Nicolas Kolokitas, qui était présent ce soir-là, a déclaré qu'il n'a vu aucune tension entre le couple. Au contraire, ils étaient affectueux l'un envers l'autre. La barmaid du bar, qui s'appelle Rebecca Treyers, a déclaré que ce soir-là, elle n'a pas vu tous les invités trop ivres. On n'a donc aucun témoignage qui dit que le couple était en train de se disputer ou dans un état d'ivresse assez élevé ce soir-là, juste avant l'accident. Pourtant, on sait qu'ils ont consommé une grande quantité d'alcool. Alors, il semblerait que le couple était proche de la rupture juste un petit peu avant que John décède. En fait, les échanges du couple ont été publiés devant la cour lors du procès de Karen. Ces textos datent du 28 janvier 2022 et ce jour-là, ils reviennent sur une dispute qu'ils ont eue le matin. La discussion débute à 9h49. Je trouve important de parler de ces textos pour voir un peu dans quelle situation ils étaient. Je vais donc vous lire les textos les plus importants. Karen commence avec les mots suivants. « Tu m'as vraiment blessé cette fois. » John répond. « Désolé, c'est un problème avec moi depuis 8 ans. Cela me fait mal physiquement de voir tout le monde faire des choses pour eux et que moi je suis obligée d'être toujours le méchant. » Karen dit « Je ne suis pas comme tout le monde. La plupart du temps, j'essaie de faire ce qui est bien pour eux. Plus important encore, j'essaie de te soutenir et de répondre à tes besoins. Tu viens de m'attaquer et de me dire des choses terribles. Je ne sais pas comment tu en es arrivé là avec moi alors que je fais de mon mieux. Tu as dit ton point de vue et tu as continué de te battre avec moi. J'ai beaucoup de choses à faire aussi. Physiquement, je m'effondre et j'essaie d'obtenir des réponses et de l'aide.
On dirait que Karen parle de la nièce et du neveu de John en disant eux, puisqu'elle a envoyé un texto à John qui dit « Je suis ta petite amie, je ne suis pas un parent parfait, j'essaie très fort et parfois je ne le traite plus comme avant. » Le couple continue de se texter et à 13h47, Karen demande quand est-ce qu'il la rejoint et John dit qu'il ne sait pas et qu'il a besoin de se vider la tête. À 14h16, Karen revient sur leur problème de couple. Elle dit les mots suivants. « Je me sens assez merdique à propos de la façon dont cette matinée s'est passée. Je sais que tu as dit que tu es désolée, mais ça m'a vraiment blessée. Surtout quand j'ai essayé assez fort ces derniers temps. Je me sens comme une perdante qui tourne en rond et qui revient après tout ce que tu m'as dit. » John répond « Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. J'ai dit que j'étais désolée et que j'étais hors ligne. Si tu préfères rester à la maison, je comprends tout à fait. » Karen dit « Les choses dans ma propre vie ont été difficiles aussi, tu sais. » Et John répond « Je sais. » Et là, Karen évoque quelque chose d'important. Elle demande « Dis-moi si tu es intéressé par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas penser à une autre raison pour laquelle tu as été comme ça. » John répond juste par un « non ». Karen dit « Les choses ne vont pas bien entre nous depuis un moment. As-tu déjà envisagé cela ?» John répond « Les enfants sont là, pas d'humeur à parler. » Elle continue en disant « Donc tu n'es plus intéressé. C'est bon, maintenant je ne veux pas continuer à essayer et que tu continues à me traiter comme ça. » Puis elle dit « J'essaie de te serrer dans mes bras et de t'embrasser ce matin et tu me frappes au visage avec un oreiller. » Elle continue avec les mots suivants. « Hier soir, tu as dit « Concernant notre avenir, où est-ce que l'on en est? Alors pourquoi ne pas admettre que tu n'es plus intéressé? » Elle continue avec le texto suivant. « Tu peux admettre que tu n'es plus intéressé? » John répond « Marre de toujours se disputer et de se battre. C'est hebdomadaire depuis plusieurs mois maintenant. Alors oui, je n'arrive plus à redevenir aussi amoureux que toi apparemment. » Elle continue de lui demander s'il veut toujours être avec elle et John répond « Pas dans le combat tout le temps, d'accord ?» Elle répond « Si tu me dis que tu es intéressé par quelqu'un d'autre, tu n'entendras plus jamais parler de moi et tu auras tout l'espace du monde. » La première impression que ça donne, c'est que Karen souhaite arranger les choses, mais John semble assez blasé et depuis un moment, on dirait que ça ne va plus du tout entre eux. Karen a l'air d'être plus investie dans leur relation à travers les textos que John et la suite de la discussion montre Karen qui le bombarde de SMS tandis qu'il lui demande d'arrêter de l'appeler. Tous ces échanges ont eu lieu juste avant qu'ils se retrouvent pour aller passer la soirée dans les bars. Alors oui, le couple était tendu et peut-être que pour John, leur relation était vouée à l'échec et voire même qu'il pensait à rompre avec elle, mais on peut voir que Karen a l'air de vouloir que les choses s'arrangent, donc je ne pense pas que leur dispute forme un motif suffisant pour qu'elle souhaite tuer John. Le 2 février 2022, Karen Reid se présente pour la première fois devant le tribunal de Stockton, où elle plaide non coupable d'homicide involontaire, d'homicide par véhicule à moteur et d'avoir quitté les lieux d'une collision mortelle. Les procureurs affirment que Karen a frappé John avec sa voiture et qu'elle l'a laissé mourir au milieu d'une tempête de neige après que les deux se soient disputés plus tôt dans la journée. Karen nie fermement ces accusations et elle a déclaré les mots suivants. « Je n'ai pas tué John O'Keefe. » L'une des amies de Karen, nommée Kerry Robert, a déclaré à la police qu'elle croyait que Karen était encore en état d'ébriété le matin et qu'elle ne se souvenait pas de la nuit dernière. Les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé un feu arrière fissuré sur la Lexus noire de Karen avant son arrestation. Et bizarrement, ils ont trouvé des morceaux de cette pièce dans le banc de neige où John a été trouvé mort. Pour eux, cela prouve qu'elle a reculé sa voiture afin de foncer sur son compagnon. Et face à ces indices, Karen réfute et elle explique que son feu s'est fissuré lorsqu'elle est partie à la recherche de son compagnon ce matin-là. Le 10 juin 2022, un grand jury l'implique de meurtre au 2e degré pour homicide involontaire alors qu'elle conduisait sous l'influence de l'alcool et d'avoir quitté les lieux. Elle est alors condamnée à nouveau en attendant son procès et elle a une caution de 100 000 $. Son avocat a tenté de plaider pour une caution moins importante suite à l'implication de Karen dans sa communauté, son casier judiciaire vierge, ainsi que ses soucis de santé, dont notamment une sclérose en plaques et une tumeur au cerveau. Depuis, Karen a été libérée.
Plusieurs éléments viennent semer le doute sur la culpabilité de Karen. Ses avocats vont réussir à faire admettre aux policiers qui étaient sur place ce soir-là que finalement ils n'ont jamais vu les fameux morceaux de feu arrière fissurés sur le lieu où John a été retrouvé mort. Ils réussissent à discréditer la parole des policiers. Puis il y a beaucoup de témoignages qui indiquent que Karen avait l'air réellement dévastée ce soir-là. La police, comme les ambulanciers, ont confirmé qu'ils l'ont trouvé en train d'essayer de réanimer John, que son visage était couvert de sang après lui avoir fait du bouche à bouche. Tous les témoins ont affirmé qu'elle était complètement désemparée, bien que cela ne constitue pas une preuve irréfutable de son innocence. Alors que tout semble pointer du doigt Karen Read, il va y avoir un rebondissement improbable. Les avocats de Karen travaillent d'arrache-pied afin de prouver que l'affaire de John O'Keefe est en réalité un complot de la part des policiers. Ils avancent que les procureurs ont présenté des preuves complètement erronées et donc fausses face au grand jury et qu'il y a plusieurs conflits d'intérêts. Karen soutient alors qu'elle a été piégée par les forces de l'ordre qui tentent de dissimuler leur magouille. Les avocats de Karen avancent une théorie controversée. En avril 2023, ils expliquent que Brian Albert, l'homme chez qui Karen a déposé John, est impliqué dans cette affaire. Brian Albert, en fait, c'est un agent de police à la retraite. Selon eux, Brian ainsi que la belle-sœur Jennifer McGabey a bu avec Karen et John le soir du 28 janvier et ils auraient aidé Karen à se débarrasser du corps de John le matin du 29 janvier. En effet, Brian a eu un comportement très suspect. Juste après l'accident, Brian a vendu sa maison et s'est débarrassé de son chien. Pour information, Brian a 2 frères. Chris Albert, qui travaille au conseil d'administration de Canton Select, et Kevin Albert, qui travaille au département de police de Canton. Il est donc très bien entouré. Jennifer McCabey a également eu un comportement étrange, car peu de temps avant la mort de John, elle a fait des recherches internet sur combien de temps faut-il pour mourir dans le froid. Les avocats de Karen pointent également du doigt l'enquêteur principal de cette affaire qui est Michael Proctor. Ils affirment que ce dernier aurait affirmé trop rapidement que John a été renversé par sa copine Karen alors que les blessures observées sur lui ne correspondent pas à un accident de voiture. Les avocats de Karen affirment alors qu'elle a été victime d'un coup monté, que John a été frappé et attaqué par un chien à l'intérieur de la maison d'un autre policier de Boston. On a aussi appris qu'en janvier 2024, des lettres entre l'avocat général du ministère de la Justice et du procureur du district de Norfolk, nommé Michael Morrissey, ont été rendues publiques et elles démontrent qu'il y a une enquête fédérale sur le bureau du procureur du district de Norfolk. En mars 2024, la police du Massachusetts a lancé une enquête interne sur Michael Proctor suite à une violation potentielle de la politique du département. Mais il n'a pas été dit si cette enquête concernait un cas en particulier. À l'heure actuelle, le procès de Karen Read est toujours en cours et on attend toujours sa sentence et surtout de savoir ce qui s'est réellement passé ce soir-là et son implication dans le meurtre de John O'Keefe. La mort de John O'Keefe a choqué tout son entourage ainsi que la communauté. Le surintendant de la police de Boston, qui s'appelle Gregory Long, a déclaré dans un communiqué suite à l'arrestation de Karen que le département de la police continue de pleurer la perte tragique de leur frère. Dans ce communiqué, on peut lire les mots suivants. John était une personne gentille, dévouée à sa famille et il manquera beaucoup à ses collègues et à tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer. En ce moment, nous sommes stupéfaits et attristés et nous offrons tout le soutien possible à la famille de John. Le partenaire de travail de John l'a décrit comme la meilleure personne de la planète. Un beau témoignage a aussi été fait au nom de la famille, disant les mots suivants. John n'était pas seulement un policier dévoué, il était un gardien, un fils, un frère, un oncle et un ami exemplaire, et nous avons eu beaucoup de chance de l'avoir dans nos vies. Il dit également les mots suivants. Lorsque la sœur de John est décédée et que son mari a fait de même peu de temps après, John a saisi l'occasion d'élever sa nièce et son neveu bien-aimé et de construire un foyer et une vie autour de leurs besoins. Alors maintenant, on va analyser tout ça car il y a pas mal d'incohérences. Tout d'abord, je pense que la mort de John O'Keefe n'est pas un simple accident. Il présente de multiples blessures sur son corps, dont un choc à la tête et une lacération.
Les blessures sur son bras n'ont pas l'air d'un simple choc, mais comme si que l'on l'a battu. De plus, il était couvert de sang et de vomi, ce qui est plutôt bizarre pour une personne qui aurait été renversée par une voiture. Selon ce que l'on a trouvé sur son corps, il semblerait qu'il a reçu plusieurs coups et on peut affirmer qu'il a été laissé dans le froid avec ses blessures puisqu'il est mort d'hypothermie. Je pense que le but de ces agresseurs était de le laisser dans le froid pour qu'il en meure justement. Mais maintenant, penchons-nous sur sa mort. Pourquoi quelqu'un voudrait tuer John O'Keefe? C'était un homme et un policier très respectés. En vrai, la seule personne qui aurait pu vouloir le tuer était sa compagne Karen, vu qu'au travail, il semblait très apprécié, respecté. Donc il serait incohérent que ses collègues souhaitent se débarrasser de lui. La seule raison pour laquelle il aurait pu être tué par ses collègues serait s'il avait découvert des magouilles au sein de son travail. Pour revenir à Karen, la raison pour laquelle elle voudrait tuer John reste assez vague, je trouve. En vrai, il n'était pas marié, donc elle ne voulait pas le tuer pour avoir son argent. Et c'est une femme qui a bien réussi professionnellement, elle a une belle carrière, elle semble tout avoir pour elle et être une femme avec une situation assez stable. Cela paraît donc étrange qu'elle ait gâché tout ça. On sait que le couple était sous tension à cause de la garde du neveu et de la nièce de John, mais cela ne fait pas un motif suffisant à mon avis. Il se pourrait que dans un élan de colère et sous l'effet de l'alcool, Karen s'est défoulée sur lui et elle a fini par le tuer. Et au vu de leurs échanges, on dirait qu'elle voulait vraiment que ça marche entre eux et qu'elle s'était investie dans leur relation. Quant aux supposées magouilles de la police, cela me paraît étrange mais pas impossible. Rappelez-vous, Brian a eu un comportement tout de même étrange. Il a voulu déménager et se débarrasser de son chien. Or, on suspecte qu'un chien au sein de la maison de celui-ci a mordu John et notamment ses blessures au bras, elles sont similaires à des morsures de chien. Il se peut que le chien de Brian a mordu John et que l'on a jeté son corps dans la neige et qu'on l'a laissé pour mort. Mais si cela s'est passé chez Brian, il y avait du monde. Il n'était pas le seul à être invité chez lui. Il y avait plusieurs membres de la police qui étaient présents ce soir-là. Il se pourrait donc qu'ils aient vu quelque chose, mais qu'ils n'ont rien dit. La mort de Brian reste assez floue, mais la belle-sœur de Brian aussi serait complice, car ses recherches d'internet sont très incriminantes. Pour revenir à Karen, il reste quand même difficile de l'innocenter. Il y a beaucoup d'éléments à son encontre. D'abord, son feu brisé que l'on a retrouvé dans la neige près du corps de son compagnon, puis ses propos incohérents. Avant même d'avoir retrouvé John, elle disait déjà qu'elle pensait l'avoir agressé et elle avait peur que l'on le retrouve mort. Donc, elle savait en avance qu'il lui était arrivé quelque chose, si elle savait ça. C'est sûrement qu'elle était impliquée dedans. Il se pourrait qu'elle a battu John sans s'en rendre compte et comme elle était fortement alcoolisée, elle n'a pas compris ou elle a foncé sur lui volontairement. Cette histoire me paraît vraiment complexe, mais il est sûr pour moi qu'une personne a agressé John volontairement et qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident absolument tragique. Personnellement, je crois en la théorie du complot avec les policiers, mais comme c'est un département assez aisé, ils vont tenter de cacher ce qui s'est passé chez eux. J'aimerais que vous me partagiez vos avis là-dessus, vos théories et savoir qu'est-ce que vous pensez en fait sur ce qui s'est passé réellement. C'est tout pour la triste affaire d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit, l'enquête est toujours en cours et je sais que vous n'aimez pas spécialement quand je traite des affaires qui ne sont pas encore officiellement élucidées, mais ça fait depuis longtemps que j'avais commencé à travailler là-dessus et que je voulais vous en parler, mais je vois qu'elle traîne toujours, donc j'ai décidé de la sortir toujours en attendant. Lorsque l'on aura la sentence finale, je vous tiendrai au courant. Alors maintenant, j'aimerais beaucoup avoir vos avis sur cette affaire. Si vous pensez que Karen a tué son compagnon, qu'elle l'a battu avec sa voiture, ou si vous pensez qu'elle a été aidée avec le personnel de la police, ou s'il y a vraiment un complot derrière ce meurtre. J'aimerais avoir vos théories et j'ai une grande pensée pour la famille de John, notamment son neveu et sa nièce qui ont dû être complètement bouleversés et détruits par sa mort. Et une grosse pensée pour toute sa famille qui attend de savoir la vérité et j'espère que l'on saura vraiment ce qui lui est arrivé, que justice lui sera rendue. J'espère qu'il repose en paix et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.